Mmh. Comme à cette époque-là, j'étais en vogue. Sous la lumière dorée et apaisante de Marrakech, où il a passé ses derniers instants, un homme fatigué regardait vers le nord, vers cette France qu'il avait tant aimée, mais qu'il avait aussi profondément blessé. Ce vieil homme, aux yeux tombants et à l'air éternellement battu, n'était autre que Jean Lefebvre, une légende du cinéma populaire qui a fait rire des générations entières avec sa naïveté feinte et ses mésaventures hilarantes. Bienvenue sur Icône et Silence, la chaîne où nous explorons l'humanité fragile cachée derrière les masques de la célébrité. Aujourd'hui, nous ne sommes pas ici pour célébrer uniquement le comique, mais pour écouter la confession bouleversante d'un homme qui a attendu le crépuscule de sa vie pour dire sa vérité. Peu avant de s'éteindre, Jean Lefebvre a choisi de briser une omerta qui pesait sur ses épaules depuis des décennies en désignant 3 entités, 3 forces précises qu'il n'a jamais pu pardonner. Ce n'était pas un acte de vengeance aveugle, mais le cri du cœur d'un artiste qui s'est senti méprisé par ceux-là même qui profitaient de son talent. Comment ce visage si familier, synonyme de joie et de simplicité, a-t-il pu porter en lui autant d'amertume et de regrets inavoués? Qui sont ces 3 coupables qui, selon lui, ont transformé son rêve de grand acteur en une lutte perpétuelle pour la reconnaissance et la dignité? Était-ce des rivaux jaloux de sa popularité, des producteurs sans scrupules, ou peut-être une part d'ombre en lui-même qu'il n'a jamais su dompter? Pour saisir toute la portée de ses révélations finales et comprendre pourquoi il a emporté cette rancune jusqu'à son dernier souffle, nous devons d'abord revenir au tout début, là où l'innocence n'avait pas encore été brisée par les dures réalités du spectacle. Dans la France des années 60 et 70, celle des 30 Glorieuses, où tout semblait possible, Jean Lefebvre est devenu bien plus qu'un simple acteur, il s'est métamorphosé en une véritable institution nationale. Son ascension vers les sommets ne s'est pas faite par la force d'un charisme viril, à la manière d'un Alain Delon ou d'un Jean-Paul Belmondo, mais par une voix beaucoup plus singulière et touchante, celle de la vulnérabilité comique, avec son regard de chien battu, ses épaules voûtées et cette moue inimitable qui semblait toujours s'excuser d'être là. Il a offert au public français un miroir dans lequel chacun pouvait reconnaître ses propres faiblesses et ses maladresses. C'est en 1963 que la légende prend véritablement son envol avec le film culte Les Tontons Flingueurs de Georges Lautner. Dans le rôle de Paul Wolfoni, ce truand un peu lâche et malchanceux qui passe son temps à recevoir des gifles et à boire de l'alcool frelaté dans une cuisine devenue mythique, il a su imposer une présence inoubliable face à des monstres sacrés comme Lino Ventura ou Bernard Blier. Le public a immédiatement adopté ce personnage de perdant magnifique, celui qui encaisse les coups du sort avec une résignation hilarante, devenant ainsi la mascotte d'un cinéma populaire et fraternel. Mais c'est sous le soleil éclatant de Saint-Tropez que Jean Lefebvre va graver son nom dans l'histoire de la comédie en endossant l'uniforme du gendarme Lucien Fougas. Aux côtés de l'explosif Louis de Funès, il apportait une contrepartie essentielle, une douceur lunaire et une naïveté désarmante qui équilibraient la fureur du chef Cruchot. Chaque apparition de Fougas à l'écran était une bouffée d'air frais, un moment de pure innocence qui déclenchait des rires bienveillants dans les salles de cinéma bondées de l'époque. Il n'était pas seulement un faire-valoir, il était l'âme tendre de la brigade, celui que l'on a envie de protéger. Cette popularité phénoménale s'est encore confirmée quelques années plus tard avec la trilogie de la 7e compagnie où son personnage de Pithiviers est entré au panthéon de l'humour français, qui n'a pas en mémoire ses répliques cultes sur le fil rouge et le fil vert ou ses glissades mémorables qui ont fait pleurer de rire des millions de spectateurs. Pithiviers, c'était le soldat maladroit que nous avons tous connu, l'anti-héros par excellence, perdu dans une guerre qui le dépasse et qui ne cherche qu'à survivre avec ses maigres moyens. À cette époque, Jean Lefebvre était partout sur les affiches au théâtre, à la télévision, incarnant cet idéal du français moyen, sympathique et râleur, mais fondamentalement bon. Il était la preuve vivante que l'on pouvait réussir sans être parfait, que l'on pouvait être aimé pour ses défauts autant que pour ses qualités. Les cinémas affichaient
complet dès que son nom apparaissait au générique, car il était devenu une valeur refuge, une promesse de détente absolue pour un pays en pleine mutation. Pourtant, alors que les rires résonnaient encore et que la gloire semblait lui sourire éternellement, des fissures invisibles commençaient déjà à se former sur le vernis de ce succès éclatant, car être l'éternel second, celui qui reçoit les claques sans jamais donner les coups, finit par laisser des traces indélébiles sur l'ego d'un artiste, et dans l'ombre des coulisses, une toute autre réalité se préparait sournoisement à prendre le dessus. Tandis que la France entière s'esclaffait devant ces pitreries sur grand écran, une réalité bien plus sombre et oppressante se dessinait une fois les caméras éteintes, révélant le prix exorbitant que Jean Lefebvre devait payer pour conserver sa place sous les projecteurs. L'industrie du cinéma qu'il avait porté au nu s'est rapidement révélée être une machine impitoyable, prête à broyer l'homme pour ne garder que la caricature rentable du franchouillard sympathique. Derrière les affiches colorées et les promotions joyeuses se cachait une forme d'esclavage moderne doré certes, mais tout aussi aliénante, où l'acteur perdait peu à peu le contrôle de sa propre carrière et de sa dignité artistique. Jean Lefebvre n'était plus considéré comme un artiste à part entière, capable de nuances et de profondeur dramatique, mais comme une simple valeur marchande, un ingrédient indispensable pour garantir le succès commercial de films souvent médiocres. Les producteurs voyaient en lui une poule aux œufs d'or, un visage qui suffisait à attirer les foules, et ils l'ont enfermé dans ce rôle de l'idiot du village dont il ne pouvait plus s'échapper. C'est ici que le piège s'est refermé avec une cruauté inouïe, car Jean Lefebvre avait une faille béante que le milieu connaissait trop bien, sa passion dévorante et destructrice pour le jeu. C'était un flambeur, un homme qui cherchait dans le frisson des casinos et le bruit des jetons une évasion nécessaire pour oublier sa mélancolie et le vide de son existence hors des plateaux. Les requins de l'industrie ont exploité cette faiblesse sans la moindre vergogne, transformant sa dette en chaîne. On raconte dans les coulisses du métier que certains producteurs peu scrupuleux l'attendaient littéralement à la sortie des salles de jeu au petit matin, ou même directement aux tables de baccarat pour lui faire signer des contrats à la hâte en échange de valises de billets liquides destinés à éponger ses pertes immédiates. Il se retrouvait ainsi contraint d'accepter des scénarios qu'il n'avait même pas lus, de tourner dans des enchaînements de films alimentaires indignes de son talent simplement pour survivre à ses propres démons. Il devenait le pantin d'un système qui le maintenait la tête sous l'eau pour mieux le contrôler, lui volant son temps, son énergie et surtout son estime de soi. Même sur les tournages les plus prestigieux, la souffrance était présente sous une forme différente, plus insidieuse, celle de la hiérarchie implacable des stars. Être l'éternel second rôle face à des géants signifiait devoir accepter de rester dans l'ombre, de voir ses meilleures prises coupées au montage ou ses improvisations géniales étouffées pour ne pas froisser l'ego des têtes d'affiche. Il vivait dans une frustration permanente, celle de l'acteur qui sait qu'il peut donner plus, qu'il peut toucher le cœur des gens autrement que par la bêtise, mais à qui l'on ordonne sans cesse de refaire le clown. Le public voyait un amuseur comblé, nageant dans le bonheur, mais l'homme qui rentrait chez lui, une fois le maquillage retiré, était un être profondément seul, dépossédé de son destin et hanté par le sentiment amer d'être devenu le bouffon d'un système qui ne l'aimait pas pour ce qu'il était vraiment. C'est dans ce climat de tension souterraine, de frustration artistique et de dépendance financière que le destin allait frapper un grand coup, précipitant l'acteur vers une rupture inévitable et un scandale qui allait marquer le point de non-retour. C'est au cœur même de ce succès retentissant que le drame a éclaté, non pas sous la forme d'un scandale public bruyant, mais par une exécution professionnelle silencieuse et humiliante qui a laissé l'acteur meurtri à jamais. L'incident qui a définitivement brisé la confiance de Jean Lefebvre envers ce métier s'est déroulé loin des regards indiscrets, dans l'ambiance feutrée des salles de montage et des bureaux de production lors de la création du deuxième volet de la saga des gendarmes. Alors que le tournage avait débuté sous les meilleurs auspices, l'acteur a commis l'erreur impardonnable de briller trop fort et d'être trop drôle, risquant ainsi de faire de l'ombre à la star intouchable du film. La sanction fut immédiate et impitoyable, dictée par une jalousie féroce que personne n'osait contester. Sans qu'il en soit averti, son rôle a été chirurgicalement découpé, réduit à peau de chagrin, transformant une performance majeure en une figuration de luxe.
Les scénaristes, sous la pression de la vedette, ont inventé un prétexte scénaristique grossier, envoyant son personnage de fougasse à l'hôpital pour la quasi-totalité du film, le clouant ainsi sur un lit pour l'empêcher d'exister à l'écran. Pour Jean Lefebvre, le choc fut d'une violence inouïe lorsqu'il découvrit le résultat final. Ce n'était pas seulement une perte de temps à l'écran, c'était une négation de son travail, un vol manifeste de son art perpétré avec la complicité lâche du réalisateur et de la production qui ont préféré sacrifier le second rôle pour apaiser l'ego du premier. Il s'est senti trahi par ceux qu'il considérait comme sa famille de cinéma, abandonné par un système qui lui a fait comprendre brutalement qu'il n'était qu'un pion interchangeable. Cette injustice flagrante a été vécue comme une mutilation artistique, une blessure narcissique profonde qui ne cicatriserait jamais. L'industrie a fermé les yeux, préférant protéger sa poule aux œufs d'or plutôt que de défendre l'équité et le talent. L'acteur s'est retrouvé seul face à cette humiliation, contraint de sourire sur les tapis rouges et de faire la promotion d'une œuvre qu'il avait pourtant rejetée. Cette expérience a marqué le début d'une longue dérive émotionnelle où le sentiment d'amertume a commencé à ronger sa joie de vivre naturelle. Il a compris ce jour-là que dans ce milieu, les amitiés ne pesaient rien face aux impératifs du box-office et que la loyauté était une monnaie qui n'avait plus cours. Le rire s'est teinté de cynisme et l'homme blessé s'est replié sur lui-même, ruminant cette trahison année après année, accumulant en silence les preuves de cette ingratitude systémique. Mais le temps qui passe n'efface pas tout et il arrive un moment où la coupe est pleine, où le besoin de vérité devient plus fort que la peur des représailles et où la victime décide enfin de se redresser pour pointer du doigt ses bourreaux. C'est finalement au crépuscule de sa vie installée dans la chaleur bienveillante de Marrakech, loin des hypocrisies parisiennes, que Jean Lefebvre a décidé de ne plus se taire. Assis à la table de son restaurant La Bohème, entouré de souvenirs et de nostalgie, il a choisi de régler ses comptes avec le passé, non pas par haine gratuite, mais par un besoin viscéral de rétablir sa vérité avant de partir. Avec une lucidité désarmante, il a brisé le sceau du silence pour désigner 3 responsables, 3 ombres, qui ont plané sur son existence et qu'il n'a jamais pu absoudre. Le premier nom sur cette liste invisible mais brûlante est celui du géant Louis de Funès. Jean Lefebvre n'a jamais pardonné à ce génie comique sa peur maladive d'être éclipsé, une peur qui l'a poussé à user de son immense pouvoir pour censurer le talent des autres. Il a raconté avec une tristesse infinie comment son partenaire de jeu avait orchestré son effacement, s'assurant que la lumière ne brille que sur lui, laissant ses collègues dans la pénombre de l'anonymat relatif. Ce n'était pas seulement de la rivalité pour Jean, c'était un manque de générosité humaine impardonnable de la part d'un homme qui avait pourtant tout pour lui. Le deuxième coupable désigné par l'acteur est le réalisateur Jean Giraud, l'homme qui tenait la caméra mais qui a refusé de tenir sa parole. En tant que chef d'orchestre du film, il avait le devoir de protéger ses acteurs, de garantir l'équité sur le plateau. Au lieu de cela, il a choisi la facilité et la soumission, acceptant de mutiler le travail de Jean pour ne pas déplaire à la vedette. Pour Lefebvre, cette lâcheté était une trahison encore plus douloureuse que la jalousie, car elle venait de celui qui était censé être le gardien de l'œuvre artistique. Il s'est senti abandonné par le capitaine du navire, livré en pâture aux égos démesurés sans personne pour défendre la valeur de son travail. Enfin, le troisième accusé n'est pas un homme unique, mais une entité sans visage et sans cœur, ces producteurs opportunistes que l'on pourrait qualifier de vautours du désespoir. Jean Lefebvre a pointé du doigt ce système cynique qui connaissait ses démons et qui a choisi de les nourrir plutôt que de l'aider. Il n'a jamais pardonné à ces hommes de l'ombre qui l'attendaient avec des contrats douteux au moment où il était le plus vulnérable psychologiquement et financièrement, transformant sa détresse personnelle en profit commercial. Ils ont profité de sa fièvre du jeu pour acheter son talent au rabais, l'enfermant dans un cercle vicieux de dettes et de films médiocres dont il ne pouvait s'extraire. En nommant ces 3 forces destructrices, Jean Lefebvre ne cherchait pas la pitié, mais il revendiquait le droit d'être reconnu comme une victime d'un engrenage impitoyable. Cette confession tardive a résonné comme un coup de tonnerre, rappelant à tous que derrière le masque du clown, il y avait un homme qui exigeait enfin le respect,
qui lui avait été refusée trop longtemps, mais au-delà de ses propres blessures, son histoire porte en elle une leçon bien plus vaste qui nous concerne tous. L'histoire de Jean Lefebvre dépasse largement le cadre d'une simple querelle de coulisses ou d'une fin de vie mélancolique. Elle résonne comme un avertissement universel sur la cruauté de la gloire et la fragilité de ceux qui nous divertissent. Au-delà des rires et des scènes cultes, son parcours nous oblige à nous poser des questions dérangeantes sur notre propre responsabilité en tant que public et sur la nature de l'industrie que nous finançons. Sommes-nous prêts à voir l'humain qui tremble derrière le masque ou préférons-nous consommer l'image confortable de l'idiot joyeux sans nous soucier des larmes qu'il verse une fois le rideau tombé ? Le destin de cet homme nous rappelle que l'industrie du spectacle est une machine à rêve vorace qui se nourrit souvent de l'âme de ses artisans les plus sensibles, les broyants, pour en extraire le divertissement avant de les rejeter lorsqu'ils ne sont plus rentables ou trop encombrants. Jean Lefebvre incarne la voix de tous ces artistes de l'ombre, ces talents indispensables mais méprisés qui ont donné leur vie pour le cinéma sans jamais recevoir la reconnaissance pleine et entière qu'ils méritaient vraiment. Il nous enseigne une leçon précieuse que la dignité d'un homme ne se mesure pas au nombre de lignes de dialogue qu'on lui accorde ou à la taille de son nom sur une affiche, mais à sa capacité à rester fidèle à sa vérité malgré les tempêtes et les humiliations. Aujourd'hui, alors que les lumières se sont définitivement éteintes sur sa vie, nous avons le devoir de changer notre regard et de réhabiliter sa mémoire. Ne voyons plus seulement en lui le soldat Pithiviers maladroit ou le gendarme fougasse effacé, mais saluons la résilience d'un homme complexe blessé par la vie qui a eu le courage ultime de briser les chaînes du silence pour ne pas partir avec le poids du non-dit. Sa dernière victoire n'a pas été remportée sur un plateau de tournage ni à une table de jeu, mais dans le cœur de ceux qui prennent enfin le temps de l'écouter et de le comprendre. En partageant ses blessures, il a transformé sa douleur personnelle en un héritage poignant, nous invitant à être plus bienveillants et plus attentifs aux murmures de ceux qui souffrent dans l'ombre éclatante des projecteurs. Que son âme repose enfin en paix, loin du tumulte des casinos et de la jalousie des stars, dans ce silence apaisé et respectueux qu'il a tant cherché et qu'il a finalement trouvé.